Bonjour à tous. Donc, cette capsule va porter sur la révision du chapitre 3. Il y aura une autre capsule pour le 4.0 et le 4.1 parce qu'en 5 minutes ou presque, c'est impossible de voir deux chapitres. Donc, débutons avec les réactions exothermiques. On peut en déduire que tout ce qui est sur cette diapositive-là serait le contraire pour une réaction endothermique. Donc, voyons seulement la réaction exo. Vous avez vu en 4e secondaire que l'énergie se situait du côté des produits et on a vu le nouvel ajout qu'en secondaire 5, on peut isoler la formule et placer l'énergie dans une liste d'énergie qui serait un peu sous forme d'un tableau, donc à droite, une colonne avec les valeurs d'énergie. Le problème, c'est que comme ces énergies-là sont dissociées de leur formule, ça devient difficile de savoir si celle-ci se trouve côté endo ou exo. Donc, avec l'ajout du petit moins, on déduit que c'est une convention chez les chimistes que l'énergie est du côté exothermique, donc du côté des produits. La température de mon environnement, lorsque la réaction va se produire, ça va faire en sorte que l'énergie va augmenter dans l'environnement. Donc, l'énergie va être libérée et la température du milieu de l'environnement, si vous préférez, va augmenter. Donc, la réaction, elle, va libérer l'énergie qui va être absorbée dans l'environnement. C'est normal que l'environnement qui accueille cette énergie-là augmente sa température. Les réactions qui sont communes et très bien connues comme étant des réactions exothermiques, c'est les combustions. Vous voyez ici un petit graphique qui montre la base. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est le diagramme d'enthalpie de la synthèse de l'eau. Le titre est incomplet pour votre information. Et on voit ici qu'il y a une certaine quantité d'énergie pour la molécule de base. Et à la fin, suite à la création de produits, il y a moins d'énergie. Donc, comme l'énergie a diminué, le delta H est négatif. Ce serait donc une réaction exothermique parce que l'énergie, elle a été libérée. Au niveau des changements de phase, on sait que les mouvements browniens font en sorte que les molécules solides bougent moins que les molécules gazeuses. Donc, pour passer de gazeux à solide, il faut libérer de l'énergie pour ainsi diminuer la vitesse des molécules. Donc, autant vibration, translation et rotation en fonction du type de molécules et de leur état. Ensuite, l'autre concept qui est crucial à comprendre est celui du bilan énergétique. On débute avec une équation. Celle-ci doit être balancée et à partir de ce moment-là, on détermine liaison par liaison en consultant le tableau quelle est l'énergie de formation ou de bris de cette dite liaison-là. La première molécule, elle est un peu plus complexe, c'est du méthanol. Donc, en regardant le méthanol, on constate qu'il y a 3 liaisons simples entre le carbone et l'hydrogène. Donc, carbone-hydrogène, ça donne lieu à, ici, 413 kJ par mol d'énergie. Donc, 413 kJ par mol fois 3 liens. On en a 3 que j'ai identifiés en rouge. Et on n'oublie pas de multiplier par 2 puisque le coefficient, oui, correspond au nombre de molécules, mais depuis secondaire 4, tu sais que ça correspond au nombre de moles de molécules. Donc, 2 mols fois 3 liens CH fois 413 nous donne bel et bien 2478 kJ d'énergie. On a compris également que les mols étaient éliminés avec les mols au dénominateur ici, ce qui fait qu'on n'obtiendra que des kilojoules. Ensuite, on a une autre liaison, la liaison CO, qu'on retrouve ici à 358 kJ. Donc, une fois la liaison CO et 2 mols encore. Donc, 2 mols fois 358 kJ par mol, ça nous donne 716 kJ. Et on complète la molécule avec une fois OH. Donc, OH juste ici, 467. Donc, 467, j'ai une fois la liaison et j'ai 2 mols de cette molécule. Donc, on applique tout ça et on obtient beaucoup d'énergie pour la molécule de méthanol. Pour le dioxygène, un petit dessin rapide de la molécule de dioxygène nous permet de voir qu'il y a bel et bien
2 liaisons entre les 2 mêmes atomes d'oxygène, ce qui confirme que c'est une liaison double. Et donc, cette liaison double-là, on peut la repérer ici dans notre tableau avec 495 kJ par mol. Mais on n'oublie pas, on a 3 moles de cette molécule, donc 3 moles fois une liaison double à 495 kJ par mol. Chez le dioxyde de carbone, encore une fois, le dessin rapide nous permet de constater qu'il y a une liaison double entre un oxygène et le carbone et qu'il y a une deuxième liaison double entre l'autre oxygène et le même carbone. Donc, on cherche des liaisons carbone et oxygène double. C'est juste ici avec 748. Donc, j'ai 2 liaisons doubles, mais on n'oublie pas que j'ai 2 moles. Donc, 2 moles fois 2 liaisons doubles avec donc 745, c'est ce qui complète le dioxyde de carbone. Et finalement, la molécule d'eau, on constate que c'est 2 liaisons simples entre O et H. Donc, O et H, c'est encore 467, mais j'en ai 2 fois cette liaison simple-là par molécule d'eau. Et j'ai un quotient de 4, donc 4 moles fois 2 fois 467. Si je veux représenter ces réactifs et ces produits-là dans un graphique, donc on peut faire la somme de l'énergie associée aux réactifs et la somme de l'énergie associée aux produits. Ça nous donne les 2 valeurs qui sont ici. Et on peut les regrouper dans un graphique, dans le fond, qu'on appelle un diagramme énergétique. Donc, on part toujours de notre plateau de 0. Sur notre plateau de 0, on peut aller identifier les molécules, donc le méthanol et le dioxygène. Et on comprend que cette énergie-là qui était associée aux liaisons, quand elles se sont brisées, elles ont libéré 5613 kJ d'énergie jusqu'à ce qu'on atteigne, que des atomes rendus au sommet. Et après, on comprend pour que les atomes redeviennent des molécules, on a besoin de 6716 kJ d'énergie pour former des nouvelles molécules. Donc, ces valeurs-là qu'on a obtenues, ce n'est pas à partir du plateau de 0, mais bel et bien à partir du complexe activé, c'est-à-dire du point le plus haut ici où nous avions que des atomes. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va chercher ce qu'on appelle le bilan, on doit regarder le premier plateau des réactifs et le plateau des produits pour aller regarder quelle est l'énergie, la variation d'énergie qui a été utilisée. Et donc, cette variation d'enthalpie correspond à la différence entre les 2 plateaux. Donc, ici, on est parti de 0, on a gagné 5613, mais de 5613, on en a perdu 6716, ce qui fait qu'on arrive à la fin avec moins 1103 kJ d'énergie. On peut donc l'écrire de 2 manières différentes, soit qu'on intègre cette valeur dans notre formule, vu qu'on a terminé avec une valeur négative, on peut soit, par convention, le mettre du côté des produits dans notre équation, ou encore l'isoler en écrivant que le delta H est de moins 1103 kJ, et on place l'équation de l'autre côté. Ce qui prouve que c'est bel et bien une équation exothermique, que c'est une combustion par la présence d'un comburant et de 2 produits associés à la combustion, et que comme l'énergie a été libérée, la température de l'environnement augmentera. Dans les petits plus associés à ces diagrammes énergétiques, on peut comprendre ici que pour passer d'un palier à l'autre, il a fallu passer par un sommet qu'on appelle le complexe activé. Ce complexe activé-là, c'est un état transitoire entre les 2 types de molécules, donc celle côté réactif et celle de produit. Et donc, pour passer d'un plateau à l'autre, il faut avoir l'énergie d'activation nécessaire pour être capable d'enclencher le processus réactionnel. Si on observe ce processus côté réaction directe versus réaction inverse, on comprend qu'ici, l'énergie d'activation, à vrai dire, est toujours au début, donc côté des réactifs. Et ensuite, vu qu'on a atteint le complexe activé, on va utiliser de l'énergie pour former des nouvelles molécules. Alors que si on est du côté de la réaction inverse,
Nos réactifs vont être les anciens produits. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le plateau de droite. Et là, on comprend que pour revenir à l'état initial, il faut vraiment franchir un beaucoup plus pénible complexe d'activer. Donc, comme celui-ci est beaucoup plus intense en énergie à activer, bien, l'énergie nécessaire va être pratiquement infranchissable. C'est un concept qu'on va revoir quand on va parler d'équilibre chimique. Donc, l'énergie d'activation est toujours entre notre premier plateau et notre complexe activé. Donc, c'est la raison pour laquelle, côté réactif, il est au départ, parce que je pars de la gauche, alors que pour la réaction inverse, on part de la droite et on remonte vers la gauche. Et finalement, c'est important de comprendre au niveau de la stoichiométrie que nos coefficients sont associés à l'énergie propre. On l'a calculé tout à l'heure dans le bilan, donc en faisant 2 mols de méthanol plus 3 mols de dioxygène, bien, ça génère automatiquement 1103 kJ d'énergie en plus des produits. Donc, ça devient une convention qu'à chaque fois que j'ai 2 mols, j'ai 1103 kJ. Donc, si j'ai besoin de doubler la recette, bien, on comprend que ça double l'énergie nécessaire. Donc, tu peux le faire par la proportion stoichiométrique. N'oublie pas de toujours m'indiquer de quelle molécule tu me parles et de ne pas non plus oublier tes unités. Sinon, on peut le faire avec la bonne vieille méthode des tableaux vus en secondaire 4. Donc, je divise le tout et je suis capable de faire la relation en 2, 3, 2, 4, 1103 kJ. Et bon, désolé, j'écrase un peu la question. Et là, si je te dis que j'ai 4 mols, on comprend à l'aide d'une flèche que j'ai doublé. Donc, tu auras la même chose à doubler pour trouver ton énergie, donc 2206 kJ. Donc, voilà le chapitre 3 rapidement révisé. Bonne fin de journée!